entre dans sa dernière ligne droite de modernité. Les défis techniques de terrain et l'impératif d'inclusion sociale, les attentes des Béninois sont plus que jamais au cœur des débats. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un homme qui est au carrefour de cette transformation. Il a nom Jacques Ayadji, ingénieur de formation. Il est ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. Il est l'un des piliers stratégiques de la mise en œuvre de la vision présidentielle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de me retrouver dans cet exercice. Merci. Cette matinée. Merci de nous accorder votre temps. Et quel bilan tirer de la stratégie infrastructurelle du gouvernement à l'approche des grandes échéances de 2026? Comment concilier l'esthétique urbaine et le bien-être social des populations, et surtout, alors que le Bénin vient de se doter de la loi sur la vision Bénin 2060, quelle fondation posez-vous aujourd'hui pour les générations de demain? Nous posons les questions et le débat est ouvert. Zone franche, c'est avec Éric Guédenon. Éric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Arnaud. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité à faire cet exercice de bilan avec nous ce matin. C'est un plaisir. On va commencer par la première question. En 2016, à son arrivée au pouvoir, quelle était la vision du chef de l'État en matière d'infrastructure et de cadre de vie? Et 10 ans après, puisque nous sommes en train de finir le mandat, quels résultats concrets peut-on objectivement présenter aux Béninois? Merci beaucoup. Une émission je crois que nous allons nous entretenir pendant environ 52 minutes. 52 minutes. Ne suffira pas pour dire tout ce que le président Patrice Talon a pu. Est-ce que c'est pas trop prétentieux? Non, c'est pas prétentieux. Ce qui a été fait, il faut regarder. Il faut jeter des coups d'œil, circuler dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, regarder nos villes, ce qu'elles étaient hier, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, pour voir que l'œuvre, elle est gigantesque. Et donc, ce serait vraiment réducteur de venir ici dans 52 minutes, dire tout ce que le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement ont pu faire près de 10 ans, disons 10 ans durant, parce que les 10 ans sont achevés. Et donc, je ne vais pas paraphraser le président Talon quand il prenait les rênes du pouvoir en 2016. Non, je ne vais pas le citer. Je vais le paraphraser. Parce que vous me dites quelle était, comment on appelle, la vision. Sa vision. Ben, ce qu'il a retenu pour l'avoir côtoyé dès les premiers jours de son accession au pouvoir, pour l'avoir côtoyé dans le domaine des infrastructures, c'est qu'il était préoccupé par le rattrapage d'un retard. Nous étions en retard en matière d'infrastructures dans notre pays, en retard. Donc, ce constat de retard l'a fait rédiger avec l'ensemble de ses collaborateurs un programme d'action du gouvernement que nous avons rendu public, si mes souvenirs sont bons, en décembre 2016. Et donc, vous savez, on dit que lorsque la route va, tout va. Lorsque le transport va, tout va. Parce que la vie est mobilité. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça? Absolument. La vie est la mobilité. Et quand on parle de mobilité, c'est non seulement la mobilité des hommes, des êtres humains que nous sommes, et également la mobilité des biens et des services. Et donc, lorsque vous voulez mettre en œuvre, élaborer un projet d'infrastructure, c'est que vous avez comme boussole comment assurer la mobilité aussi bien des hommes et des biens. Donc, comment faire en sorte que les biens de consommation aillent juste qu'au consommateur. D'accord. Si c'est des produits à consommer, on peut dire comment faire en sorte que ces produits-là quittent leur lieu de production pour se retrouver dans les assiettes
des consommateurs. Ça, c'était les questions de départ en 2016. Départ, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé des réponses à ces questions? Bien sûr, j'en arrive. La première chose que le chef de l'État a cherché à faire, c'est de faire en sorte que ces biens de consommation puissent se retrouver au niveau des consommateurs. Donc, imaginez tout ce que nous consommons au Bénin et cherchons à savoir leur lieu de production. Nous avons deux types de produits. Il y a des produits que nous, bon, excusez-moi, ce pléonasme, si c'en est un, les produits que nous produisons chez nous, que nous cultivons chez nous. Ça veut dire qu'on a travaillé à pouvoir faire déplacer ces produits de leur lieu de production, c'est-à-dire des champs et autres, vers les consommateurs. Et pour le faire, il faut pouvoir connecter tous ces champs-là à un réseau routier. D'accord? Le réseau routier, si on ne va pas faire des cours de route ici, nous avons trois catégories de routes principales dans un espace. Il y a d'abord le réseau que nous avons, le réseau primaire. Ça, c'est le plus grand réseau. C'est le réseau central. C'est ce que nous appelons les corridors. Il y a ensuite le réseau secondaire. Parce que vous ne pouvez pas quitter n'importe où et vous retrouver sur les corridors. Donc, après le réseau primaire, le réseau secondaire, et enfin, les réseaux tertiaires, qui permet d'envoyer les consommateurs et leurs produits chez eux. Donc, il y a d'abord la connectivité du port autonome de Cotonou. Parce que le maximum des biens de consommation viennent de l'extérieur parce que nous n'avons pas encore mis, le président l'a commencé. Le patriotisme économique, c'est maintenant que nous avons commencé par mettre en œuvre et avec la vision 2060, ça va s'intensifier. Ou au niveau du Gros Tibet, nous produisons et quelques produits phares que nous consommons. Mais avant, ça venait et ça continue de venir de l'extérieur. Donc lorsque les produits viennent au port, il faut pouvoir les acheminer vers les lieux de consommation. Dans les corridors, aujourd'hui, lorsque vous prenez la route nationale inter-État numéro 1, il y a un travail qui est fait là-dessus. La route inter-État numéro 2, qui est cette route-là qui connecte le port autonome de Cotonou au pays de l'Interland. Lorsque vous la prenez, quand on parle de route inter-État numéro 2, ça c'est la liaison nord-sud. Vous allez voir que toutes les sections de cette route-là ont été touchées, à part une qui va commencer par être laquelle touchée. Non, ça c'est la section Boycon d'Assa. Qui est vraiment dans un sale état aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais c'est parce que on n'a pas encore démarré les travaux, que vous dans un état que vous connaissez, nous tous nous connaissons, nous travaillons pour que cet état change. Aujourd'hui, avec le MCA et le gouvernement ensemble, il y a eu des ressources pour permettre d'aménager cette route-là. Donc, quand on enlève la section Boycon d'Assa, Cotonou, Malanville, le gouvernement a touché tout le reste, jusqu'à Malanville, tout le reste. Donc, je parle du corridor RNIE 2 en particulier. Mais il en est de même de tous les autres corridors, que ce soit longitudinaux comme transversaux. Les corridors, ça relie le pays au pays environnant. Ensuite, il y a le réseau secondaire. Sur les réseaux, nous travaillons beaucoup. Les réseaux tertiaires, bon, le produit asphaltage, ça touche aussi bien une partie du réseau secondaire qu'une partie du réseau tertiaire. Et là, si vous circulez dans nos villes, vous allez voir que vraiment, ce qui a été fait en si peu de temps, j'aime pas souvent dire que c'est du jamais vu, mais c'est ce que vous dites là maintenant. Mais je n'ai pas le choix, parce que c'est factuel. Parce que lorsque le président de la République disait en décembre 2016 qu'il allait asphalter presque toutes les rues dans les principales villes de Cotonou, plusieurs de ses collaborateurs, dont moi-même,
On disait, mais bon, est-ce que c'est possible? Vous étiez sceptique. Oui, il faut être honnête. Je dis, mais comme on le dit, lorsque l'aveugle menace de vous jeter la pierre, c'est qu'il avait déjà un de ses pieds sur la pierre. Donc, le président, au moment où il disait ça, en décembre 2016, il avait quelque part ses idées. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que, en matière de maillage du territoire en route de qualité, eh bien, nous avons fait un bon spectaculaire. Dites-nous, monsieur le ministre, comment vous en êtes arrivé là? Quel a été, disons, le levier principal qui nous a permis d'atteindre ce niveau? D'abord, on dit que souvent que le poisson, il pourrit par la tête, mais également c'est la tête qui guide. Donc le président, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de méthode, c'est un homme qui sait là où il va, et c'est un homme qui, quand il veut aller quelque part, il ne se laisse pas... en tout cas, il imprime la direction. Et nous, les collaborateurs, eh bien, on est obligés de suivre. Donc la locomotive qui a permis que tous ces résultats soient obtenus, c'est la locomotive du président de la République. Et moi, j'ai retenu une phase forte de lui, parce que chaque fois que les grands débats commencent, et puis nous... Quand je parle projet, on ne parle pas argent. Et moi, c'est une leçon que j'ai reçue fondamentalement de lui, que j'applique désormais, parce que bien entendu, j'ai compris que de projeter, lorsque vous êtes en train de planifier, lorsque vous voulez vous quelque chose, et en même temps, vous pensez, est-ce que, bon, c'est-à-dire, vous arrêtez la réflexion, une fois que vous commencez par vous laisser perturber par d'autres considérations. Il dit non, lorsqu'on parle projet, on ne parle pas argent. C'est lorsque vous finissez maintenant de coucher votre vision, ce que vous voulez vraiment pour vous-même, maintenant vous pouvez évaluer et comparer ça à ce que vous avez. Et maintenant, dans un second temps, vous pouvez revoir vos ambitions, comme on appelle, à la baisse, jusqu'à rentrer en fonction de ce que vous avez. Mais une fois que, en même temps que vous êtes en train de réfléchir, de projeter, si vous vous mélangez avec les conditions de capacité financière, vous n'arrivez jamais à rien faire. Et je pense que c'est avec cela que nous avons pu faire tout ce que nous avons. Résultat. Vous coordonnez avec votre casquette de chantier de grande d'envergure nationale, j'allais dire. Ouais. Comment assurez-vous la cohérence entre les projets de voirie urbaine? Vous avez commencé par le faire, notamment le programme asphaltage, les grands axes de transport nationaux, afin de positionner le Bénin comme un véritable hub logistique dans la sous-région. Non, en fait, bon, vous savez, dans ma première prise de parole, j'ai dit à balayer tout ça, on n'a pas assuré une cohérence. Lorsque vous faites bien votre projet, la cohérence est là tout de suite. Je vous ai dit que lorsque vous réfléchissez sur la mobilité, c'est que votre objectif est quoi? Votre objectif, c'est de faire en sorte que les biens de consommation aillent aux consommateurs. Alors que ces biens de consommation sont à des positions données et les consommateurs sont éparpillés partout dans le pays. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de rentrer dans un système de transport multimodal. Si le bien de consommation, il est loin, il est de l'autre côté de l'océan, vous êtes obligé d'impliquer le transport maritime. Vous êtes obligé d'impliquer le transport aérien. Mais ça, c'est pour permettre aux biens de venir à nos frontières, soit par les moyens de transport maritime, soit par les moyens de transport aérien. Mais une fois que ça arrive, il faut que ces biens-là puissent quitter les frontières pour être distribués dans l'ensemble du pays. Donc il faut d'abord un premier réseau qu'on appelle le réseau primaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas, il y a une faiblesse, parce qu'on ne peut pas tout faire.
en même temps, n'avons pas beaucoup travaillé sur le volet ferroviaire de transport. Sinon, il devait avoir les chemins de transport ferroviaire pour soulager nos routes, pour que toute la quantité, tout le tonnage, tout le poids, toute la surcharge, toutes les sollicitations ne soit pas sur les réseaux routiers. Mais il n'y a pas que ça, même le transport fluvial aussi, on n'en a pas développé oui, du tout. Non, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas développé du tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de matérialisation physique sur le terrain pour voir que bon, il y a 1 mètre linéaire de ci, 1 mètre linéaire de ça. La réflexion là, si nous avons mis en chantier la vision 2060 pour des choses que nous n'avons pas encore faites, lorsque vous commencez la réflexion, il faut que la réflexion précède les actions. C'est aussi un aspect du bilan. C'est un aspect du bilan, donc on ne peut pas dire ça. Mais pourquoi cette option de ne pas beaucoup développer le secteur ferroviaire? On ne peut pas faire tout à la fois. On ne peut pas faire tout à la fois. Je vous ai dit qu'en 2016, l'un des constats, c'est qu'il y a un retard. Et il faut chercher à rattraper ce retard. Le retard. Donc le président de la République a été obligé de travailler à la fois dans une logique d'urgence et dans une logique de planification. Donc lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez pas embrasser tout à la fois, sinon vous prenez le risque d'échouer partout. D'accord. Donc nous avons fait cela. Donc vous avez le réseau primaire. Parce qu'aujourd'hui, notre transport, il est principalement basé sur la route. C'est une insuffisance que nous allons corriger dans le temps. Parce qu'on ne peut pas baser notre système de transport surtout des transports, des biens et des services uniquement sur les réseaux routiers. Ça va venir où nous allons soulager, nous allons faire la multimodalité au complet pour qu'une grande partie des marchandises soient sur les rails. Ensuite, arriver à des points de recoupement, on va les redistribuer par des camions, etc., jusqu'à atteindre le dernier consommateur. Et donc, vous avez bien une cohérence entre l'aménagement des villes, ça c'est l'asphaltage, et cet aménagement des villes, vous savez que les villes se connectent au réseau primaire. Lorsque vous prenez la RNE 2 qui quitte Cotonou pour aller à Malanville pour accéder au Niger, c'est qu'à des points donnés, il y a des villes qui se connectent. Lorsque vous prenez des marchandises au niveau du port et vous prenez la direction, à un moment donné, au niveau des villes, il faut pouvoir desservir ces villes. Et pour pouvoir les desservir, il faut des routes. Et ces routes-là peuvent s'appeler des routes secondaires, ça peut s'appeler des routes tertiaires, et le programme asphaltage est entré dans toutes ces considérations-là. Monsieur le ministre conseiller, rarement on en vu Patrice Talon sur le terrain visiter ces chantiers pour voir si le travail qui est fait est conforme à ce qui est demandé. Quel regard portez-vous sur la qualité globale de ces infrastructures? Bon, un chef de l'État, son rôle n'est pas de se promener sur ces chantiers. Et puis, cela ne lui est pas interdit non plus. Oui, mais lorsque vous êtes chef d'État et que vous faites votre casting, et vous mettez les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, aux places qu'il faut, vous donnez les orientations et vous suivez. Si quelqu'un ne rentre pas dans les moules, dans les mailles, eh bien, vous les jetez. Donc, vous savez, un projet, ça se réussit, disons, selon 3 principes. Le premier principe, et le principe le plus important, c'est, comment on appelle, l'étude du projet. C'est que la phase d'étude, vous voulez faire une route d'un point A à un point B, il faut pouvoir étudier cette route-là sur papier, d'accord, concevoir, c'est le mot que je cherchais, la phase de conception, d'accord, il y a la phase de conception. Si vous ratez la conception, vous pouvez amener n'importe quelle entreprise, n'importe quelle mission de contrôle, vous avez un mauvais résultat à la fin. Donc il y a la phase de conception. Donc vous savez, lorsque on avait jeté dans l'opinion le projet asphaltage
et que derrière, tout de suite, rien n'arrive à être concret. Quand vous me dites maintenant par rapport au réseau ferroviaire, alors que nous avons quand même un grand projet de boucle ferroviaire On n'est pas dans le secret. sur lequel nous travaillons, même dans un espace régional, eh bien, quand ça ne venait pas, je ne vais pas me poser un exploitant, les gens parlent de maquette. Parce que ça ne vient pas. En oubliant que pour réussir ce projet-là, il faut bien le concevoir. Donc, le premier pari à gagner en matière de qualité des routes, c'est la conception. Lorsque vous finissez la conception. Mais sur la conception, on vous voit vraiment insister sur le mot. C'est à croire que ça ne se faisait pas par le passé. Et puis, on en fait pratiquement une obsession avec le système de talons. Non, en fait, nous faisons des choses normalement. Moi, je n'ai jamais souhaité avoir une posture pour dire, bon, ça ne se faisait pas avant. Moi, je m'occupe de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, et c'est à vous de, si vous estimez que... normal. Oui. Moi, je vous explique. Moi, je pose une question. Oui, je vois. Et je ne vais pas me jeter sur la question, répondre n'importe comment. Vous dire, il faut réussir la conception. Réussir la conception sur papier, vous dites, ma route, je dois la consommer comme ça. C'est une route qui est en une fois deux voies, en deux fois deux voies. Sa structure, vraiment, la fondation doit être en telle, la cour de bas doit être en telle, la cour de roulement doit être telle. Pour pouvoir passer une route, ça supporte un trafic. D'accord? Ça supporte un trafic d'aujourd'hui et un trafic projeté. Parce que si vous prenez rien que le trafic d'aujourd'hui pour construire une route, vous allez avoir une route qui va vite se dégrader. Parce qu'il y a, comment on appelle, le trafic augmente. Donc, si vous voulez construire votre route pour une durée de vie de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, vous êtes obligé de prendre le trafic d'aujourd'hui et le projeter sur l'horizon et prendre le trafic obtenu pour pouvoir dimensionner votre route pour que cette route puisse vivre. Donc, vous avez fini la conception. Maintenant, il y a la phase de réalisation. Vous pouvez bien concevoir une route. Si vous la réalisez mal, ça sera à la fin une mauvaise route. C'est pourquoi pour réaliser, il faut rentrer dans un processus de choix de ceux qui vont faire la route. On recrute une entreprise qui va réaliser physiquement les travaux et on recrute un cabinet, ce que nous appelons une mission de contrôle, pour seconder l'entreprise dans, comment on appelle, dans le volet intellectuel de la route. Donc les deux, plus le contrôle supra du maître d'ouvrage délégué de l'administration, ce que nous faisons de temps en temps, vous m'envoyez sur le terrain, bien qu'il y ait l'entreprise, bien qu'il y ait la mission de contrôle, il y a des reports que nous faisons. C'est l'ensemble de tous ces acteurs-là, ces intervenants, qui font que la phase de réalisation est réussie. Vous pouvez bien concevoir un projet, bien la réaliser et avoir quand même une dégradation précoce. Parce que lorsque vous avez fini la conception, vous avez fini la réalisation, il reste la phase d'exploitation. Si vous exploitez mal la route, vous l'aurez bien réussi et parce que vous l'avez mal. Si je construis ma route pour supporter une charrière à l'essieu, je dis du n'importe quoi, de 13 tonnes, et que je me mets à mettre sur cette route-là de façon 20 tonnes tout le temps, mais je n'ai pas conçu la route pour supporter cette charge. Alors, non, attendez, parce que c'est très important. Monsieur, parce que nous avons des questions de relance. Le volet, non, oui, vous voulez me relancer, mais et je vais quand même dire ce que j'ai en dedans. Parce que comme vous l'avez commencé depuis le début. Le troisième volet que je viens d'aborder là, ça va au-delà des administratifs. Ça va au-delà du public, ça va au-delà de l'État. C'est le béninois même, ça. La phase qui exploite la route? C'est tout le monde. D'accord? Lorsque, par exemple, les gens ils sont sur la route et ils ont une crevaison, au lieu de s'arrêter là où il y a la crevaison, ils disent, bon, voilà, le vulgarisateur n'est pas loin. Et on roule sur la chaussée à jante libre, mais on détruit la chaussée. D'accord. Lorsque vous déversez, comment on appelle, du gasoil sur la route, etc. Lorsque vous faites tout. Donc, il faut que nous puissions aussi, en travaillant
pour mettre un point des fondations, il faut qu'on travaille également sur l'homme pour le respect du bien public. Il faut que les 3 phases-là, conception, réalisation et exploitation, soient réussies pour que nos routes durent la durée prévisionnelle. D'accord. Voilà. Alors, on va oublier un peu les cours d'ingénieur de BTP. Moi, je ne fais pas de Comme on cours. dit, il y a beaucoup d'aspects techniques que vous évoquez là. Oui. On sait que vous êtes dans votre domaine de prédilection. Oui. C'est bien. Alors, aujourd'hui, les routes que nous avons réalisées sous le président Patrice Talon, Oui. ces 10 dernières années, vont durer combien de temps? Bon, c'est une question. Bon, quelqu'un comme moi ne peut pas répondre à cette question. Pourquoi? Pas quand même moi. Oui, parce que, bon, c'est comme si, bon, on dit que, bon, je caricature, hein, les Béninois qui naissent aujourd'hui, ils vont vivre combien de temps? Non, mais là, D'accord. vous êtes dans votre domaine. Quand on construit, on peut faire une estimation. Voilà, ça veut dire que chaque route avait sa durée de vie. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que lorsque vous êtes dans la phase de conception, là, nous voulons construire, quelle est la durée de vie de la route que nous voulons construire. Et ça rentre dans les paramètres qu'on utilise pour dimensionner la route. D'accord? Donc moi, je ne peux pas répondre pour dire, bon, sous Talon, les routes vont durer combien de temps? Non, parce qu'on ne choisit pas la même durée de vie pour toutes les routes. Oui, mais nous avons quand même, je dirais, vous avez une vue globale sur l'ensemble de ces ouvrages qui ont été réalisés et donc des années. D'abord, il y a une... C'est peut-être entre 10 ans, 20 ans ou entre 20 ans, 25 ans. Il y a une évidence aujourd'hui. Nous ne faisons plus des routes de 5 ans. D'accord. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de faire des routes de 5 ans. Non, on veut juste connaître l'estimation. D'accord? Parce que, en fait, c'est les options que vous prenez. Ces options, vous les prenez conformément à vos moyens. C'est ça. C'est comme si vous l'amenez à votre niveau personnel. Vous voulez construire une maison. D'accord? Vous choisissez la maison que vous voulez construire. Jusqu'à avant 2016, le Bénin ne s'affirmait pas suffisamment devant les partenaires techniques et financiers. Ne s'affirmait pas. Mais avec le président Talon, nous avons vu, c'est-à-dire une restauration de la dignité du Bénin face à nos vis-à-vis, même si ces vis-à-vis veulent nous appuyer au développement. En termes de dons. Dons, prêts, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, avant, c'était presque impossible de passer de l'état route en terre à l'état route bitumée en faisant directement ce que nous appelons de l'enrobé. Non. Avant là, lorsque c'est un premier aménagement en noir, en bitume, bien entendu, les gens nous imposaient... Les partenaires. Je vous ai dit que je suis ici en tant que ministre conseiller, donc je dois utiliser des mots. En tout cas, vous comprenez ce que j'ai dit. Approprié. Donc, lorsque on vous dit, bon, le taux de rentabilité de votre route est de tel, dont nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous appelons dans notre jargon le gravillonnage, l'enduit superficiel. Eh bien, vous faites toutes les couches, la couche de fondation, la couche de base, et en cours de roulement, vous faites du gravillonnage. Les gens disent, bon, et on fonce un ali. Moi, on a on ça dit, bon. Et puis, dans l'épaisseur sur laquelle on roule, c'est de l'ordre de je ne sais pas combien. Si bien que lorsque vous roulez 2 ans, 3 ans, eh bien, ça part. Mais en faisant ça, c'est que les gens disent qu'il faut que dans les 5 ans, vous revenez pour mettre un tapis là-dessus. Le président Talon a dit, lui ne veut plus jamais entendre parler de gravillonnage. Donc depuis 2016, nous avons Mais il croit sur ça. Si un partenaire, un bailleur, ou qui vous voulez, n'est capable de nous aider à faire que le gravillonnage, là, on n'en veut pas. Donc c'est pourquoi nous avons réfléchi pour avoir des financements innovants. Ces financements innovants qui nous donnent beaucoup plus de marge de manœuvre
pour choisir ce que nous voulons. Donc les routes que nous avons aujourd'hui sont des routes où vous voyez les Aux standards épaisseurs. internationaux. Oui, c'est pas ce que vous appelez standard international, mais sont des routes de qualité. Si bien que leur durée de vie, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est bien au-delà, mais je peux pas vous dire que voilà telle durée. Non, si c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est que c'est au-delà de 10 Parce ans. que vous savez, lorsque vous faites la classification, D'accord. les routes qui durent le plus sont des routes qui sont faites en béton armé. Ça coûte trop cher. Et c'est ce que nous avons. Hein? Non, on n'a pas fait ça. Nous ne sommes pas allés à ce niveau-là. D'accord. Nous Mais faisons- celles que nous avons aujourd'hui oui, ils sont sont de qualité. de qualité. Voilà. Par rapport aux moyens que nous avons. D'accord. Parce qu'il faut pas oublier une chose. On ne peut pas concentrer toutes les ressources en un seul endroit. Si le président Talon dit, pour moi, je veux faire rien que des routes en béton armé partout dans le pays, les près de 5000 km de routes que nous avons eu à faire sur les 10 ans, peut-être qu'on en fera peut-être 500 ou 600. Et les gens, donc il faut prendre les ressources du pays et pouvoir les répartir équitablement pour que tout le monde trouve un peu. Donc c'est un juste milieu que le président a choisi pour dire, ne faisons pas l'enduit superficiel, mais nous n'allons pas non plus comment on appelle, au chaussée en béton, parce que bon, il faut rester au juste milieu pour que on puisse quand même avoir un résultat. Alors, le résultat, il est là, tangible, mais il y a une critique qui revient souvent. Vous l'auriez entendu, la route ne donne pas à manger, maintenant Doualia et tout ça, vous entendez cela à travers le pays. Concrètement, en quoi ces infrastructures réalisées ont changé ou sont-elles en train de changer le quotidien, les revenus, les opportunités économiques des Béninois? Ben, vous connaissez la réponse. Dites-nous. Je pense que vous m'avez posé la question pour savoir. Parce que vous êtes aussi un usager, non? Vous êtes un bénéficiaire de la route. D'accord? Je prends une route qui est dans un état lamentable, où vraiment vous ne pouvez pas aller à plus de 20 km à l'heure. D'accord? Vous voulez faire 25 km, vous faites 2 heures, vous faites 3 heures. D'accord? Si vous passez tout ce temps-là, d'abord, vous créez le problème avec votre véhicule, vous dépensez en carburant, vous dépensez en temps, vous dépensez en usure même de votre santé. D'accord? Mais, et les pièces de rechange là, c'est des économies que les gens ne voient pas. Les gens préfèrent gagner tout le temps 1 million et mettre 950 000 pour réparer leur véhicule à tout moment. Ils sont dans l'illusion de penser qu'ils gagnent de l'argent. Mais moi, je sais, en tant que spécialiste de la route, que lorsque vous réduisez le temps de parcours, c'est que vous réduisez le coût de transport. Lorsque le coût de transport est réduit, c'est beaucoup d'argent qui devait sortir de votre bourse, qui ne sort pas, et qui peut servir à autre chose. La route, apparemment, ne donnerait pas à manger, mais elle donne à manger. Parce que celui qui a réfléchi, c'est pas Talon qui a dit que lorsque la route va, tout va. C'est pas lui qui a dit ça. C'est même pas un Béninois qui a dit ça. D'accord? Donc, c'est lorsque la route va là, vous allez quitter chez vous, vous venez ici. S'il n'y avait pas la route, vous ne serez pas. D'abord, sans route, il n'y a rien. Il n'y a même pas la vie. Il n'y a pas la vie, hein. Parce que même pour construire un centre de santé, là, s'il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas construire le centre de santé. Le centre de santé doit être à un niveau donné. Et il faut amener les matériaux pour construire le centre de santé, pour pouvoir l'amener à ce niveau-là. Donc, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de santé. S'il n'y a pas de route, il n'y a même pas à manger. Parce que les populations vont produire, et par défaut de route, pour pouvoir converger ces produits-là vers les marchés, ces produits vont pourrir sur le champ. Mais même s'ils ne pourrissent pas sur le champ, les gens viendront acheter ça, comme on appelle, ils sont obligés de brader ces produits-là. Donc, ce que fait la route, en tout cas, les populations, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui posent cette question. Moi, je suis dans le pays, je vois comment les populations disent, bon, vraiment, il faut faire la route, il faut aider nous à faire cette route-là, ceci, vous allez quelque part, les gens, ils vous sortent un
poulet, il dit, rien que quand vous leur dites que bon, voilà, nous sommes en train de vouloir réfléchir pour vous améliorer, ils sont tellement contents que bon, ils font ceci. Donc, aucun Béninois ne dit que la route ne fait pas manger, non, je ne pense pas. Ceux qui disent ça, c'est les politiques. Vous savez que bon, en politique, la politique n'est pas une science. Comment on l'appelle? Ce sont des Béninois aussi. Non, quand vous avez dit aucun Béninois, non, des politiques. non, ça c'est, vous savez, le combat politique c'est un combat bizarre. Les gens savent que bon, vraiment, ce qu'ils disent n'est pas correct, mais il faut le dire pour pouvoir noircir ce qui est en train d'être fait. Alors que quel est le gouvernement que nous avons eu depuis au moins, parlons de 90, jusqu'à ce quand on a appelé le président Soglo Hercule ou bien maçon dans les pays, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la route, non? Lorsque le président Boni est venu, est-ce qu'il a minimisé la route? Mais par contre, en tout cas, comme plainte aussi qui vient de la part de nos concitoyens, ce sont les péages que nous constatons sur ces nouvelles infrastructures réalisées. Récemment, à hauteur de Rouébo, on a constaté un nouveau péage avec le montant que vous connaissez, qui agit sur le coût de transport, sur l'AS. Voilà, donc les populations, s'ils ne comprennent pas toujours, c'est vrai, de nouvelles infrastructures, mais en même temps, il y a un péage qui laisse un goût amer. Si vous avez suivi attentivement ce que j'ai dit jusque-là, où on a dit qu'on dit non aux routes qui durent quelques années, et dit non à ce type de route, c'est dit non implicitement aux routes dégradées. Donc, on ne peut pas s'affirmer sans faire un effort. Et lorsqu'on est président de la République, on prend les ressources du pays pour aménager le pays pour le bonheur des populations du pays. Donc, moi, je pense que si les gens avaient bien regardé la qualité de cette route-là avant, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de Akasato ou de Mississento, plus précisément à Alada, on voit la qualité de la route que nous sommes en train de faire. Et bientôt, ça va se poursuivre de Alada à Boycon et ensuite de Boycon à Dassa. Lorsque vous avez la qualité de la route, les gens préfèrent perdre les 1000 francs dont on peut dire c'est 1000 francs, non? Ils préfèrent perdre les 1000 francs dans les pannes, comment on appelle, tout ça là, bon, les rotules enlevées, les cinamblocs, les ceci. Ils préfèrent payer ça qui est 5 fois, 10 fois plus, c'est des charges presque permanentes. Parce que lorsque la route est mauvaise, vous êtes passé là aujourd'hui, vous avez un problème, vous allez régler le problème, demain vous allez encore repasser par là. Et ça, c'est indépendamment du temps de parcours et du coût des transports. Donc moi, je pense que oui, on va réfléchir pour voir comment revoir de façon... Mais on ne peut pas dire que on va rouler sans contrepartie. Parce qu'il faut toujours lier le droit et le devoir. Il n'y a pas de droit sans devoir. Lorsque je veux exiger une qualité de route donnée, d'accord, dans certains droits, qu'est-ce que j'ai fait pour exiger ça? D'accord? Et si nous faisons l'effort de bien exploiter nos routes pour que le gouvernement ne soit pas obligé de faire une route aujourd'hui et du fait de notre comportement, être obligé de reprendre sa route demain, plus les dépenses vont s'amenuiser, moins les péages vont coûter. Ouais, aujourd'hui, les bouilles d'Avalois, les gens enlèvent tout, ils vont dans des grands publics, on est obligé de reprendre. Vous voyez les garde-corps des ouvrages, on va notamment les sessionner, on va les vendre, tout ça. Laissons ces habitudes-là. Exploitons correctement nos routes et les besoins vont s'amenuiser. Et quand ces besoins vont s'amenuiser, bon, évidemment, ça aura des répercussions sur tout ce que j'appelle le droit, qui doit être vraiment en relation ou en corrélation avec les Alors, nous avons passé plus de la moitié du temps qui nous est imparti. Le ministre a répondu à beaucoup de questions déjà. On va parler maintenant de l'impact social
territoriale et de l'inclusion, commençant par le programme asphaltage également, qui est un point fort de ces 10 dernières années. Bon, ok, vous voulez qu'on reprenne l'asphaltage alors? On va y revenir parce qu'il y a des... Allez-y, parce que il y a des bon, questions parler avec moi, c'est que moi je parle du tout quand il y a la parole. Alors, les villes se transforment, mais pour le bien-être profond, qu'en est-il exactement? Quelle réponse apportez-vous aux populations rurales qui attendent toujours, par exemple, des pistes de desserte pour écouler leurs produits agricoles? Oui, vous savez, je vous ai dit que on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas non plus dire que nous allons asphalter tous les villages. Ça, c'est pas possible. D'accord? C'est dans les villes que le projet asphaltage a de sens. Mais lorsque nous sommes dans nos villages là, c'est le désenclavement. Et nous avons un grand volet désenclavement dans le programme d'action du gouvernement. D'accord? Chaque année, depuis 2016, nous aménageons entre 12 000 et 14 000 km de routes, de pistes rurales et de routes classées chaque année pour faciliter. Pensez-vous que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Je vous ai dit que c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que, bon, voilà, le président dit quand il parle pour lui, il ne parle pas d'argent. Et c'est une leçon que nous qui avons travaillé avec lui et tout ce temps-là, nous avons gardé. Nous savons le besoin que nous avons en matière de pistes rurales dans notre pays. C'est des besoins qui sont de l'ordre de 45 000, 50 000 kilomètres à faire. Mais on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, moralité, on prend des priorités. On le fait. Et de façon constante depuis 10 ans, on le fait. Mais ça ne nous empêche pas, à côté de ces travaux d'urgence, de planifier d'autres types de travaux pour avoir dans notre nouvelle stratégie d'entretien routier un grand volet d'aménagement vraiment et de reconstruction des routes en tête des pistes rurales. Talon est, disons, le Manitou de ce progrès que nous observons. Les gens disent, mais on a vu Talon faire, mais que se passera-t-il après lui? Est-ce que la dynamique, tout est réuni pour que la dynamique se poursuive, monsieur? Oui, mais vous savez que la dynamique va se poursuivre. Vous savez Dites-nous, très bien. Dites-nous, rassurer les téléspectateurs. La dynamique va se poursuivre. Vous savez, il y a une différence entre ce que nous avons vu il y a quelques années et ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'un des architectes de ce que nous avons eu comme résultat sur ces 10 ans-là, qui est en route pour devenir le premier d'entre nous dès le mois de mai 2026. Donc je ne sais pas, il n'y a pas de raison que la dynamique ne se poursuive pas. Vous êtes trop sûr de vous? Oui, très sûr, parce qu'on on connaît la qualité du ministre d'État, ministre des Finances et de l'économie, Romuald Badaï. On connaît sa qualité. On sait ce qu'il a. C'est lui qui sera élu alors. En tout cas, nous allons nous battre pour que ce soit lui. Vous ne connaissez pas la qualité de ce challenger? Attendez, quel est ce compétiteur qui veut aller à une compétition et qui dit qu'il ne va pas gagner? Nous, on dit que nous allons gagner et donc on attend le 12 avril. De toutes les façons, l'épilogue sera le 12 avril. Alors, il n'y aura pas un second tour, donc l'épilogue sera le 12 avril. Vous allez faire un chaos? Non, mais il n'y a que 2 candidats. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas... Bon, moi, je ne suis pas que... Moi, je fais un peu la logique et mathématique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune situation qui peut amener un second tour en 2026. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a que 2 candidats. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, lorsque vous avez 2 candidats, et la loi dit que celui qui passe, c'est celui qui a au moins 50%, il n'y a pas de raison que l'un des candidats n'ait pas 50% au premier tour. Parce que la somme de leurs suffrages doit donner 100. Si les deux sont inférieurs à 50, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, le 12 avril, nous aurons notre président. Une belle transition pour parler de ces élections.
pour ces élections les élections couplées, vous avez eu le temps déjà de faire une analyse à votre niveau de façon générale. Qu'est-ce que vous retenez? Ben, les élections se sont très bien passées. Très bien passées. Le PP est sorti comme il a l'habitude de sortir et s'est exprimé librement et a fait des choix qui ont été confirmés par les institutions de la République. Donc, tout est passé dans la paix, et donc c'est ce que nous avons constaté. Il me semble que pour Moël Bénin, parti que vous présidez, les choses ne se sont pas bien passées. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous allez aux compétitions, vous n'allez pas mettre... Malgré une bonne offre de législature, malgré les idées que vous avez vendues, je vous ai vu dans une approche assez pédagogique, expliquer aux gens les idées que vous défendez, les ambitions que vous portez. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est souverain. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment expliqué. Nous avons pensé que l'explication était suffisante, mais le résultat est là. C'est qu'au soir du 11 janvier 2026, nous n'avons pas eu les performances nécessaires pour être éligibles au partage des sièges. Donc, en tant que parti républicain, nous prenons acte de cela et puis bon, nous allons... Vous pensez que Moël Bénin a toujours sa place dans la mouvance présidentielle avec ce score? Ah bon, pour être dans la mouvance, il faut avoir un score. Vous avez la charte des partis avec vous, vous êtes de la mouvance. Il faut bien revendiquer quelque chose. Revendiquer quoi? Pas de maire, pas de... Non, député, non. La mouvance n'est pas que parlementaire. D'accord? La mouvance n'est pas que dans les communes. D'accord? Donc, nous sommes dans le pays. Nous avons eu d'abord, vous m'offrez l'occasion de remercier les compatriotes qui ont quand même porté leur choix sur Moël Bénin. Je les remercie pour le choix, même si ça n'a pas suffi pour que nous puissions être éligibles au partage des sièges. Nous n'avons pas échoué, hein, nous avons appris. C'est ça. Nous avons appris, et c'est sûr que si pour reprendre, nous allons tenir compte donc le bilan, on n'a pas encore fait le bilan au niveau du parti, donc je ne vais pas aller plus loin, mais ce bilan sera fait pour voir les causes internes et externes de cette performance que nous avons eue, malgré la préparation. Et tirer les leçons qu'il faut. Oui, malgré la rigueur que nous nous sommes donnés pour proposer une offre, malgré dans le casting que nous avons fait, il y a eu beaucoup de retours d'éminentes personnalités du pays qui ont quand même félicité Moël Bénin pour ce que nous avons fait comme offre, pour la qualité de nos débatteurs dans les débats organisés par la HAC. Tout ça sont des éléments de satisfaction. Et vous allez capitaliser certainement. Et beaucoup qui sont même dans les autres partis, on se sont donné le devoir de nous passer ces coups de fil pour dire quand même, quelqu'un a même dit chapeau, chapeau, chapeau. 3 fois chapeau. Vous en avez aussi qui vous font d'autres propositions. Il est peut-être temps que vous rejoigniez un des blocs de la mouvance. Moi, je ne suis pas propriétaire Ça va arriver? Je ne suis pas propriétaire de Moël Bénin. Je suis membre de Moël Bénin comme tous les autres militants. C'est seulement qu'aujourd'hui, je suis président. Demain, je peux ne plus l'être. Changer. Donc, je ne peux pas ici maintenant vous dire non, ça ne peut jamais arriver. Oui, ça va arriver. Mais ce que nous disons dans Moël Bénin, qui est fondamental, ce n'est pas la fusion qui est le problème, non. Parce que lorsque vous voulez dire que vous allez rejoindre un groupe, il faut partir de l'objectif. Parce que j'entends même au niveau de la presse, on dit bon, il faut rejoindre les grands regroupements. Oui, très bien. Mais ça ne devait pas être le raisonnement. Mais c'est la tendance actuellement. Oui, parce que les grands regroupements, je ne parle pas, je ne suis pas factuel, hein, mais je veux parler de façon générale. D'accord? C'est l'objectif qui fait que les gens peuvent se rejoindre ou s'embrasser. C'est se rejoindre, c'est l'objectif. Vous avez un parti politique, vous avez donné un objectif, vous avez donné une vision. À côté, un autre parti qui s'est donné la même vision, le même objectif, eh bien, c'est possible que
Mais si vous avez une vision A, et ce que vous appelez grand recoupement là, a une vision, bon, appliquer le nom A. Le nom A, là, le nom A, c'est que le contraire de A. Est-ce que bon, vous allez quand même, parce que c'est grand vision, Grand bloc. grand regroupement, vous allez non. C'est la qualité. La qualité qui traite la quantité. D'accord. Monsieur le ministre, il faut il y a un vraiment enjeu majeur retenir ça. pour le taux de participation. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un taux de participation amélioré pour les élections couplées, malgré que c'était de 40% de taux de participation. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ben, écoutez, il faut parler aux populations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas accompagner la dynamique. Parce que nous connaissons notre pays. Nous avons se suicider à la tête du pays. On a vu. Quel Béninois n'est pas fier de ce que nous avons? Et nous devons tous, autant que nous sommes là, sortir le 12 avril pour aller exprimer notre fierté d'avoir eu enfin un régime, un pouvoir qui a pu transformer jusqu'à ce niveau notre pays. Donc nous allons travailler sur le terrain pour que le geste de 12 avril, le geste que vous allez poser, que Eric va poser, que moi-même je vais poser le 12 avril, soit un geste d'expression de fierté. D'expression de fierté. Pour que ce qui se passe là puisse toucher, puisse aller plus loin. Vous êtes visiblement déjà en campagne. Puisse aller plus loin. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez exprimé de façon subreptice là un goût d'inachevé. Vous dites, bon, on a fait asphaltage, bon, il y a certains milieux ruraux qui font ceci. Oui, mais ça veut dire que... Oui, c'est le constat. Quand je reviens fraîchement du Nord, par exemple, je suis allé voir des parents à des endroits donnés. Je sens que il y a beaucoup de choses. Pour aller là-bas, j'ai parcouru, j'ai roulé sur du bitume, mais arrivé à un moment donné, j'étais obligé encore d'emprunter les voies en terre. Je me dis, il reste encore à faire. Et c'est mon devoir également de poser la question. Cet aspect que vous venez de dire, ça me permet d'insister sur quelque chose que je n'ai pas abordé ici. Parce que le président de la République, il s'est engagé à ce que tous les chefs-lieux de communes soient connectés par un réseau bitumé. Mais c'est fait, là. C'est fait. Mais ça n'était pas fait hier. Donc, ça veut dire qu'il y a une démarche, une rigueur qui est mise en chantier, qui a donné ces résultats-là. Donc, là où vous êtes parti, là, retournez là-bas et dites à ces populations qui ont vu le noir, le bitume, à quelques distances et qui veulent que le bitume vienne vers eux, de sortir pour aller faire leur fierté, pour aller exprimer leur fierté le 12 avril. Pour que le président Romia Wadaï, en mai, il soit vraiment bombé de fierté pour libérer toutes les énergies possibles pour travailler dans le pays. Donc, c'est le travail que nous devons faire. Le travail que nous tous, parce que comme nous l'avons dit dans notre offre de dictature là, le Bénin est un petit pays. Et c'est un luxe pour notre pays que, après les élections, qu'on ne se mette pas ensemble pour travailler. Que des gens soient de la mouvance, d'autres soient de l'opposition. Non, on ne va pas faire ces trucs-là pendant des périodes. Nous on avait déjà dit ça depuis 2023 et on a redit ça en 2026, avant même que la trêve n'arrive. Donc on peut dire que c'est moi le Bénin qui est, comment on l'appelle, en avance sur ça. Parce qu'on a dit que nous devons travailler dans notre pays pour avoir un modèle démocratique dans lequel tout le monde est utile. Parce que les positions là, ça peut changer. Vous voyez que la moisse aujourd'hui, vous passez de l'opposition, mais le Bénin là, il est le bien, c'est notre oreiller commun.
dans la journée, nous faisons nos débats, nous nous insultons dans la journée. Là. La nuit, là, l'oreiller sur lequel nous mettons nos têtes, là, c'est le Bénin. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde sorte. Qu'on soit content, qu'on aime Talon, qu'on l'aime pas, qu'on aime Roméal, qu'on l'aime pas, qu'on aime Jacques Ayadi, qu'on l'aime pas, pour aller exprimer son devoir, pour aller exprimer sa fierté. Et quand il dit sortir pour aller voter, je n'ai pas donné de consigne de vote. Je n'ai pas donné de consigne de vote. Il a dit sortez pour aller dire ce que vous voulez là. Moi, je suis d'accord. Pour exprimer sa fierté quand même. Pour exprimer sa fierté. Voilà. Et parce que vous savez, j'ai parlé tout à l'heure et des devoirs. Lorsque vous vis-à-vis d'un gouvernement là, il faut vous prononcer sur la mise en place de ce gouvernement là. Et donc, se prononcer là, c'est sortir pour aller voter. Vous dites, bon, moi, je suis d'accord pour le candidat A, je ne suis pas d'accord pour le candidat B. Et vous le faites, on fait le point à la fin de la journée. Et ce qui l'emporte, l'aurait emporté sur la base d'un échantillonnage représentatif de la population. Mais que si on se comporte comme on se comporte, ils ont déjà fait leurs choses. Non, quand vous dites ils ont déjà fait leurs choses, ça veut dire que vous devez vous la boucler pendant que les gens sont en train de travailler. Donc, pour avoir le droit à la parole, le droit à la critique, il faut pouvoir vous dire moi, je ne suis pas d'accord pour ce candidat, moi, je suis d'accord pour le candidat. Et pour pouvoir le faire, là, il faut sortir le 12 avril et nous allons travailler d'arrache-pied sur le terrain pour que le taux de participation soit un taux de participation record le 12 avril 2026. Allez, message de Jacques Ayadi. Ce sera certainement votre mot de la fin, monsieur le ministre, puisque nous sommes au terme de cette émission. Le temps est vite passé. On avait pensé qu'on avait un boulevard devant nous, mais bon, c'est vite passé. Je voudrais le remercier pour l'honneur et l'opportunité que vous m'avez donné pour recevoir sur cette émission de Grande Écoute. Nous avons parlé un peu, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'embrasser le secteur infrastructure cadre de vie en 52 minutes, c'est trop réducteur. Donc nous avons fait focus sur les infrastructures routières. Dans une autre émission, on va parler d'autres aspects de ce secteur-là. Et donc, ensemble, nous avons fait le constat que le bond que nous avons eu à faire dans ce domaine, il est spectaculaire. Je pense qu'on s'est entendu, les trois que nous sommes sur le plateau. C'est aux téléspectateurs on s'est entendu. Non, je parle de nous d'abord en studio, et parce que nous nous sommes entendus sur ça, les spectateurs aussi sont d'accord que ce qui s'est passé là, franchement, comme j'ai entendu de cette personnalité du pays, vraiment, au président Talon, je dis chapeau. En voilà une conclusion. Et chapeau. Et je ne doute pas du tout que le 12 avril 2026, nous allons tous sortir pour aller exprimer notre fierté d'être béninois. Nous allons sortir pour accomplir notre devoir civique en faisant notre choix entre l'un ou l'autre des candidats. Je lance un appel à la Sénat que je félicite pour la qualité déjà des prestations qu'elle fait jusque-là, et je recommande simplement que Dieu leur donne les moyens, l'inspiration de mieux organiser notre élection du 12 avril pour que certains retards ne jouent pas négativement sur le processus, le taux de participation. Allez, merci. Jacques Ayadi, ministre conseiller en charge des infrastructures et du cadre de vie. Il était l'invité de Zone Franche de ce dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Merci à vous, Eric. Merci, Franck. On se reprend, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec un autre invité, mais sur le même canal. Bonne écoute à chacun et à tous.